et bon réveil. Merci d'être avec nous sur i24 News. C'est le morning et voici les titres à la une de l'actualité. Chez les Républicains, les couteaux sont aussi bien aiguisés qu'à l'UMP. La guerre des clans est officiellement relancée après le congrès de samedi. Nicolas Sarkozy s'est expliqué hier soir sur France 2. Au Moyen-Orient, après que la Fédération palestinienne de football ait renoncé à sa demande de suspension d'Israël, eh bien à Jérusalem, on n'en est pas moins inquiet. Binyamin Netanyahou a prévenu qu'il s'agit d'un événement parmi d'autres à venir. Le ministère des Affaires étrangères prévient, lui, qu'il n'a pas les moyens d'arrêter cette vague de boycott. Et dans ce contexte, à noter ce ballet diplomatique. Les pays européens envoient un à un leurs ministres des Affaires étrangères en Israël et dans les territoires palestiniens. L'Allemand Steinmeier est attendu ce lundi à Gaza. En Syrie, nouveau coup dur pour le régime. La Russie a rapatrié du personnel sur place de peur que la chute de Damas se rapproche. Aux États-Unis, la NSA est provisoirement contrainte de suspendre sa collecte de données des appels téléphoniques, faute d'avoir obtenu cette nuit du Sénat le renouvellement de l'autorisation légale de ce programme. Enfin, on prendra des nouvelles du secrétaire d'État américain John Kerry, 71 ans. Il s'est cassé le fémur hier lors d'un accident de vélo en Haute-Savoie. En pleine négociation sur le nucléaire iranien en Suisse, il a dû écourter son voyage. Bienvenue à tous. Une belle photo de famille et surtout plusieurs couacs. À peine l'UMP rebaptisée les Républicains, eh bien la compétition reprend donc de plus belle pour la désignation du candidat à la présidentielle de 2017. Tous les prétendants au titre se sont exprimés samedi à la tribune du congrès refondateur et le maître des lieux, Nicolas Sarkozy, a tiré son épingle du jeu avec un discours très offensif parlant de François Hollande et sa terrible médiocrité. Le résumé de Léa Berdugo. À peine fondé, le Parti des Républicains a déjà ses propres polémiques. Après les huées intenses qu'ont subi Alain Juppé et François Fillon, voici que le maire de Bordeaux dégaine une salve contre l'ancien président. En cause, son discours très offensif dans lequel il a évoqué la terrifiante médiocrité de François Hollande. Chacun s'exprime comme il l'entend. Un certain vocabulaire excessif qui fait monter un peu trop la pression, qui attaque les personnes, c'est pas mon genre de beauté. Nicolas Sarkozy a le parti, moi pour l'instant j'ai l'opinion, mais j'organise ma petite PME. Et parfois il arrive que des PME performantes soient plus efficaces que des grandes entreprises du CAC 40. Les mots sont posés, la bataille est donc lancée entre l'ancien président de la République et le maire de Bordeaux. Et pour l'instant, au sein des Républicains, Alain Juppé ne part pas favori. Interrogé sur les sifflets qui ont accompagné son arrivée à la tribune, le maire de Bordeaux a répondu en évoquant un certain risque du militantisme, le risque du sectarisme et de l'enfermement. Il y a toujours chez les militants quelques hystériques, a-t-il déclaré. Mais Alain Juppé précise bien qu'il ne concourra pas dans des primaires si elles ne concernent que les Républicains. Autrement dit, il souhaite ainsi des primaires élargies au centre. Lors de ce congrès, les rivalités ne se sont pas concentrées entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Autre protagoniste, François Fillon. L'ancien Premier ministre a filé la métaphore de la conduite pour attaquer ses deux rivaux, Sarkozy et Juppé. Certains veulent serrer à droite, d'autres roulent au milieu de la route. Moi, je prends la France comme un bloc, a-t-il dit. Ce congrès devait être celui de l'unité, mais il flotte déjà comme un air de campagne chez les Républicains. Voilà, et l'ancien président a tenu à s'expliquer hier. Il était l'invité du journal de France 2. Je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy. Je pense que je suis parfaitement républicain, que je respecte l'ensemble de mes adversaires, qu'il ne m'est jamais arrivé de tenir un propos personnel à l'endroit de M. Hollande ou de qui que ce soit, mais la politique du gouvernement aujourd'hui, quand je dis qu'elle est médiocre, je pense même que je suis indulgent. Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Ma responsabilité de président de la famille, c'est de garantir que chacun peut s'exprimer, et je leur suis reconnaissant d'ailleurs. Tous ont pu prendre la parole. Je regrette les quelques sifflets. Mais quand vous avez 15 à 17 000 personnes devant vous, vous ne pouvez pas contrôler que chacun puisse se tenir parfaitement hors de ses sensibilités ou de ses régions.
Nicolas Sarkozy s'est donc montré conciliant face à Alain Juppé, Maurice, mais il ne faut pas se tromper, c'est la guerre ouverte entre les deux hommes en ligne de mire, les primaires de septembre 2016. Septembre 2016, c'est la guerre ouverte, disons c'est un duel qu'on a déjà connu, vous allez voir, mais Alain Juppé a eu des mots assez sympathiques. Nicolas Sarkozy a eu des mots sympathiques pour Juppé, il a dit que c'était un homme de grande qualité qui a fait honneur à la politique. Alors en gros, Sarkozy, vous l'avez entendu, a dit que ne pouvait pas contrôler 15 000 personnes qui étaient là dans l'assistance. Et donc, en gros, ce que veut dire l'ex-président, c'est que ce n'est pas moi qui critique Juppé, c'est le parti. Alors, vous l'avez entendu, Alain Juppé a dit Nicolas Sarkozy a le parti, moi j'ai l'opinion. Ce n'est pas tout à fait vrai. Selon un sondage paru samedi dernier dans Le Parisien, on sait que 72% des Français ne veulent pas d'une candidature de Sarkozy à la présidentielle. Cela dit, une semaine avant, toujours dans Le Parisien, un sondage auprès des membres du LNP montrait que Sarkozy et Juppé étaient pratiquement épaule à épaule, 39% tous les deux. Donc vous voyez que Juppé et Sarkozy mènent une lutte à mort pour la direction des Républicains. Alors Sarkozy, lui, veut se montrer clivant, il se place visiblement à droite avec un discours dur, avec pour objectif la présidentielle de 2017. Juppé, lui, est plus consensuel. Je ne participerai pas, il l'a dit, à une primaire du parti si elle n'oppose que les Républicains et il veut un replacement au centre. Merci Maurice. Retour en Israël avec ce véritable ballet diplomatique. Les Européens, je vous le disais, envoient un à un leur ministre des Affaires étrangères pour tenter de relancer le dialogue avec les Palestiniens. L'Allemand Steinmeier était à Jérusalem hier. À ses côtés, Binyamin Netanyahou s'est déclaré pour des négociations directes avec les Palestiniens afin d'aboutir à la fameuse solution à deux États, mais en posant tout de même quelques conditions. Écoutez le Premier ministre israélien. Je reste attaché à l'idée que le seul moyen de parvenir à une paix durable passe par le concept de deux États pour deux peuples et d'un État palestinien démilitarisé qui reconnaît l'État-nation juif d'Israël. Et une partie importante de ces conditions tiennent en la volonté des Palestiniens d'arrêter leur tentative d'isoler et de délégitimer Israël sur la scène internationale, mais aussi de revenir à la table et de négocier une vraie paix. Alors, ce sera possible. Et diplomatie, toujours, après que la Fédération palestinienne de football ait renoncé à sa demande de suspension d'Israël, je vous le disais, à Jérusalem, on reste inquiet. Binyamin Netanyahou a prévenu qu'il s'agit d'un événement parmi d'autres à venir. Et le ministère des Affaires étrangères prévient, lui, qu'il n'a pas les moyens d'arrêter cette vague de boycott. Explication, Joseph Emmanuel. Djibril Rajoub voulait voir Israël exclu de la FIFA. Mais dans ce qui constitue un véritable coup de théâtre, le président de la Fédération palestinienne de football a renoncé. J'ai décidé de retirer la demande de suspension. Mais ça ne veut pas dire que je renonce à résister dans le cadre des statuts de la FIFA. La déclaration a eu lieu lors du congrès annuel de la FIFA à Zurich et l'homologue israélien de M. Rajoub a exprimé tout son bonheur, considérant que le football doit être un pont vers la paix. À l'issue des discussions, les deux hommes ont été jusqu'à échanger une poignée de main, provoquant l'incompréhension totale de la rue palestinienne. Ce qui est arrivé aujourd'hui était une trahison de la part de la direction palestinienne, une trahison des exigences de notre peuple. Des dizaines de milliers de personnes à travers le monde demandaient la suspension d'Israël pour que cesse la discrimination. La rue israélienne a de son côté suivi l'affaire d'assez loin. Beaucoup considèrent l'ex-demande palestinienne comme une nouvelle façon d'isoler Israël sur la scène internationale. Je pense que toute cette affaire est une grande hypocrisie. Quand on voit notamment qu'un pays comme l'Iran est membre de la FIFA, il devrait s'occuper des voisins de l'Iran plutôt que de s'occuper d'Israël. Selon beaucoup, la motion que voulait déposer la Fédération palestinienne de football aurait probablement été votée, ce qui accentue l'incompréhension de ce retournement de situation. Les autorités sportives palestiniennes accusaient Israël de restreindre les déplacements de leurs joueurs. Elles accusaient également l'État hébreu d'avoir créé 5 clubs en Cisjordanie, des clubs engagés dans des championnats israéliens. Sepp Blatter avait tout essayé pour dissuader les Palestiniens de renoncer à la demande d'exclusion d'Israël. Il avait été jusqu'à imaginer un match de football de la paix entre les équipes nationales d'Israël et de Palestine. Des propositions catégoriquement refusées par Djibril Rajoub. Ce revirement mystérieux intervient au moment où éclate l'une des plus grandes affaires de corruption de la FIFA.
Certains y voient un simple concours de circonstances, quand d'autres affirment qu'il existe un lien entre les deux événements. Cette demande palestinienne de voir Israël rayé de la FIFA tournait depuis 3 ans au sein de l'instance sportive. Le mystère reste donc entier sur les motivations qui ont poussé M. Rajoub à retirer sa demande. Un mystère dont se satisfait le président fraîchement réélu de la FIFA. Sepp Blatter s'est félicité d'avoir réussi à résoudre ce problème par une simple poignée de main de la paix. Dror, ce volte-face palestinien, est-ce une réelle victoire diplomatique pour Israël ? Écoutez, oui, c'est une victoire parce qu'on y a échappé belle. Et effectivement, Israël, et d'ailleurs Benjamin Netanyahou s'est impliqué lui-même directement. Donc la diplomatie israélienne a pesé de tout son poids pour que les Palestiniens renoncent à leur projet de résolution sur l'exclusion d'Israël des instances de la FIFA. Mais tout de même, pour des millions de personnes à travers le monde qui s'intéressent au football, eh bien, Israël était sur le point d'être exclu de la FIFA. Donc la question israélo-palestinienne et la question palestinienne, en fait, est revenue sur le devant de la scène. Elle est revenue dans l'esprit de millions de personnes à travers le monde, alors que au cours de ces derniers temps, elle était un petit peu négligée. Je ne suis pas certain que ce soit une si bonne chose que ça du point de vue israélien. Et puis surtout, la FIFA va établir une commission de contrôle qui va être chargée de se pencher sur un certain nombre de points. On va en parler. Et là non plus, c'est pas vraiment une victoire totale pour Israël, donc une victoire plutôt en demi-teinte. Alors cette commission a été adoptée et elle va statuer sur quoi ? Alors cette commission, elle sera composée de représentants israéliens, palestiniens et de représentants internationaux de la FIFA, et elle va se concentrer sur 3 points. On va le voir tout de suite à l'écran. 3 points essentiels. Donc le premier, liberté de circulation des footballeurs palestiniens, c'est l'une des doléances palestiniennes. Le deuxième, fonctionnement des 5 clubs israéliens qui sont localisés dans les implantations. Et le troisième, les soupçons de racisme anti-arabe dans le football israélien. Alors, on va se pencher peut-être rapidement sur chacun de ces 3 points. La liberté de circulation des footballeurs palestiniens, elle est effectivement parfois entravée, mais pour des raisons de sécurité, c'est en tout cas ce que disent officiellement les Israéliens. Le fonctionnement des 5 clubs dans les implantations. Oui, les implantations au regard du droit international ne sont pas légales, mais à partir du moment où vous avez une localité, vous avez des gens, vous avez des clubs de foot, et donc pourquoi leur empêcher forcément de concourir au niveau national ou au niveau international? Et puis le troisième point, c'est peut-être le point le plus litigieux à mon sens, les soupçons de racisme anti-arabe dans le football israélien. Dans quel football national vous n'avez pas de cas de racisme? La question est posée. Et pourquoi la FIFA se pencherait uniquement sur les cas de racisme anti-arabe dans le football israélien et pas sur les cas de racisme dans le football français ou britannique? On a des exemples innombrables en tête. Et puis également, un autre point qui est lié à ce dernier domaine. C'est la première fois, à mon sens, et là c'est vraiment un précédent, Barbara, qu'une instance internationale, à la demande des Palestiniens, va se pencher sur du racisme anti-arabe à l'intérieur même d'Israël. Là, il ne s'agit pas des territoires disputés ou de la Cisjordanie. Il s'agit du racisme anti-arabe, du racisme contre des citoyens israéliens. Donc, en quelque sorte, la FIFA reconnaît la paternité des Palestiniens, des instances palestiniennes sur les Arabes israéliens. Ça, c'est un précédent dangereux dont on a très peu parlé, mais sur lequel il faudrait peut-être se pencher un petit peu plus. Alors, pour finir, Benjamin Netanyahou a prévenu, en Israël, on craint effectivement que ce genre d'initiative ne soit que le début, finalement, d'une vague de boycott beaucoup plus large, élargie à d'autres domaines. Djibril Rajoub est le président de la Fédération palestinienne de football, mais il est également, à mon souvenir, le président de la Fédération olympique palestinienne. Donc, il fait partie des instances internationales olympiques, et l'initiative à laquelle il a finalement renoncé au niveau du football, peut-être qu'il ne va pas y renoncer au niveau des Jeux Olympiques, et là aussi ce serait un véritable défi. Mais au-delà de ça, au-delà du sport, on constate, surtout depuis la réélection de Benjamin Netanyahou, que les initiatives de boycott partiel ou total se multiplient dans le domaine académique, dans le domaine culturel, dans le domaine économique. Dans le domaine académique, les présidents d'universités israéliennes ont rencontré le président de l'État, Reuven Rivlin, jeudi dernier, et lui ont fait part de leur vive inquiétude. Les initiatives se multiplient. Pour l'instant, elles sont partielles. Au niveau académique, elles concernent davantage les associations étudiantes que les universités elles-mêmes. Mais on a vraiment l'impression d'un effet boule de neige. Benjamin Netanyahou, bien évidemment, en a conscience. Le ministère des Affaires étrangères également en a conscience et se plaint de ne pas disposer de suffisamment de moyens pour faire face à un défi qui sera probablement l'un des défis les plus difficiles à relever du point de vue d'Israël dans les mois et dans les années à venir. Merci beaucoup, Dror.
Et cette décision a un impact politique, évidemment, notamment sur la scène intérieure palestinienne rudie. Djibril Rajoub s'est fait conspuer par les siens. Ouais, dès l'annonce de l'annulation de cette proposition à la FIFA, les réseaux sociaux palestiniens se sont enflammés. Ils ont été très très critiques à l'égard de Djibril Rajoub, tout simplement car pour la rue palestinienne, l'abandon de ces poursuites est interprété comme une concession supplémentaire faite par l'autorité palestinienne à Israël. Alors sur les réseaux sociaux, il est qualifié de traître, de perdant et de collaborateur israélien. Alors on se souvient que Rajoub avait, lors de sa campagne, utilisé ce carton rouge symbole avec donc le slogan « Carton rouge pour le racisme israélien ». Et bien ce symbole du carton rouge s'est retourné contre lui et donc on voit effectivement une campagne qui s'appelle « Carton rouge » pour Djibril Rajoub. Voilà, alors ça c'est pour l'opinion publique, mais sur la scène politique, le Hamas a aussi profité de l'occasion pour enfoncer le clou. Évidemment, du côté du Hamas, on tire à boulet rouge sur Rajoub en estimant que le président de la fédération palestinienne a perdu toute crédibilité dans la lutte contre Israël, à l'image de la poignée de main qu'on a vue dans le reportage entre Rajoub et Ofer Ein, le président de la fédération israélienne de football, qui a été également très très critiqué. Le porte-parole du Hamas estime, je cite, que les actions de l'autorité palestinienne sont en contraste formel avec les aspirations du peuple qui résiste à l'occupation israélienne et rejette toute forme de coopération avec eux. Les Israéliens, on parle bien sûr des Israéliens. Le djihad islamique a également critiqué ce retrait. Alors du côté de Rajoub, on présente justement la création de la commission dont parlait Dror comme un début de victoire et Rajoub va devoir s'en expliquer demain lors d'une conférence de presse pour regagner un peu le cœur de l'opinion publique palestinienne. Merci beaucoup Rudy. Et toujours concernant la FIFA, alors que l'enquête pour corruption, vous le savez, se poursuit, eh bien on s'arrête ce matin sur l'une des suspicions dans ce dossier. Il s'agit de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, une attribution qui, depuis son annonce, ne cesse de défrayer la chronique Elsa Pariente. Le Qatar au cœur de nombreuses polémiques. Le pays organisateur du Mondial de football 2022 est pointé du doigt depuis de nombreux mois. Premier dossier, les conditions de travail de ses ouvriers immigrés. Des abus sur les migrants ont été constatés par Amnesty International, comme le peu de détermination de Doha à remédier à cette situation. Selon les chiffres de l'organisation, 441 migrants venus du Népal et d'Inde sont morts en 2014 au Qatar. Il serait plus de 1200 ouvriers à avoir trouvé la mort sur les chantiers qataris. Peu d'inspecteurs du travail, pas de système électronique pour la paye des salaires. Si le Qatar se vante d'avoir amélioré les conditions d'hébergement de plus de 250 000 travailleurs immigrés, les progrès peinent à se faire sentir. Autre principale polémique, aujourd'hui tranchée, le Mondial 2022 se déroulera en hiver. Une première depuis la création de la Coupe du Monde de football en 1930. Une aberration due aux conditions climatiques au Qatar où les températures peuvent frôler les 50 degrés en été. Ce changement historique a suscité de vives réactions de la part des organisateurs des grands championnats européens, contraints de modifier leur calendrier et à qui tout dédommagement a été refusé. De dossiers sensibles qui suscitent bien sûr l'intérêt de nombreux médias étrangers. Et là aussi, le Qatar a entaché l'image qu'il cherche à tout prix à se donner malgré ces scandales. Un journaliste de la BBC a en effet été arrêté et détenu plus de 2 jours alors qu'il filmait des travailleurs népalais sur les chantiers. Arrestation mouvementée, matériel confisqué. Les secrets des chantiers qataris tentent d'être gardés tant bien que mal. Aux États-Unis, va-t-on vers la fin des écoutes téléphoniques? Le Sénat s'est réuni cette nuit en urgence pour tenter d'adopter un projet de loi destiné à mettre fin à la vaste collecte des métadonnées pour la remplacer par un programme plus ciblé, mais pour l'heure, pas de compromis. Explication, Myriam Aman. Depuis dimanche minuit, la NSA n'a plus le droit de collecter les données téléphoniques. Le Sénat réuni d'urgence dimanche, fait exceptionnelle, n'a pas réussi à se mettre d'accord pour prolonger le programme controversé du Patriot Act. Un programme qui permet de collecter les métadonnées téléphoniques, c'est-à-dire les horaires des appels, leur origine et leur provenance. Le programme n'a pas non plus été remplacé par le texte Freedom Act, qui permet aux entreprises téléphoniques de collecter ces informations et de les donner aux services de renseignement si nécessaire. La résistance des sénateurs vient d'une coalition improbable entre les faucons qui estiment que la nouvelle loi est trop édulcorée et les libertariens qui estiment au contraire qu'elle est trop liberticide. Rand Paul est l'un d'entre eux. Candidat à l'investiture républicaine en 2016, il a récemment bloqué les débats en monopolisant la parole pendant 10 heures d'affilée. Hier, il saluait une première victoire. Ce soir débute la fin de la collecte d'informations de masse.
Je pense que la loi peut être remplacée par une autre forme de collecte de masse. Mais le gouvernement ne pourra plus collecter vos enregistrements téléphoniques. Mon inquiétude est que les compagnies de téléphone puissent continuer à le faire. C'est un revers pour la Maison-Blanche et pour le président américain Barack Obama. Ce dernier appelait encore vendredi à prolonger le Patriot Act. Voté en 2001, juste après les attentats du 11 septembre par l'administration Bush, le Patriot Act connaît son premier revers 2 ans après les révélations fracassantes d'Edward Snowden sur l'espionnage américain de masse. Les débats se poursuivent au Sénat pour le prolongement ou le remplacement de cette loi. Mais en attendant, la NSA ne peut plus accéder aux données téléphoniques des Américains. Myriam, ce blocage, c'est l'œuvre d'un seul homme. Exactement, on l'a entendu, c'est l'œuvre d'un républicain, libertaire et accessoirement candidat à l'investiture républicaine, Ron Paul, qui du coup s'est assuré un sérieux coup de publicité. Et pourtant, il faut dire que c'est oui, bien sûr, dans son idéologie, lui qui est très proche du Tea Party, de s'opposer à toute surveillance de trop près des citoyens des États fédéraux américain. Ron Paul qui a donc bloqué la tribune pendant plus de 10 heures, qui a multiplié les procédures d'obstruction pour compliquer la tâche aux Républicains. Le résultat, c'est le gros titre de ce matin, la NSA qui voit la collecte de métadonnées bloquée. Pour le moment. Alors en quoi consiste cette réforme et quelles sont ses chances d'être adoptée? Alors ce Patriot Act, c'était presque devenu une institution pour les Américains depuis septembre 2001. C'est la loi pour la lutte contre le terrorisme. Et bien aujourd'hui, il s'agit oui de la réformer. Et ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a certainement un soutien bipartisan pour cette réforme. Le 13 mai, déjà première adoption, 338 voix contre 88 républicains et démocrates sont tous pour le soutien de cette loi. Et le 7 mai, il faut dire également qu'une cour fédérale américaine avait jugé illégale cette collecte de données. Et donc pour cette réforme de collecte de métadonnées, réforme très modérée, il faut le préciser, on va changer ce nom, Patriot Act, qui a aujourd'hui une très mauvaise publicité. On va également limiter l'utilisation de métadonnées. Comment? Eh bien simplement en prévenant les sociétés de téléphonie de leur utilisation. Pas beaucoup d'autres réformes pour le moment, même si c'est le principal cheval de bataille de Barack Obama du jour. C'est un nouveau revers, on finira là-dessus, pour la Maison-Blanche, pour Barack Obama à 2 ans de la fin de son mandat. Alors un revers pas évident pour le moment, c'est plutôt un revers pour les républicains qui n'ont pas réussi à s'entendre parce que Barack Obama, depuis la révélation de l'affaire Snowden en 2013, eh bien il l'affirmait haut et fort, il faut réformer coûte que coûte cette loi qui a une trop mauvaise publicité et puis une image très républicaine, il faut le dire. Et du coup, les États-Unis vont un petit peu à contre-courant du reste du monde. En France, on le rappelle, on vient de renforcer ces lois antiterroristes. Merci beaucoup à Myriam. Allez, en France, une question à présent qui intéresse tous les parents. La vaccination, le débat a été relancé après qu'une effrayante pétition ait été lancée par un professeur extrêmement renommé, au point que vendredi dernier, eh bien, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, est intervenue pour rassurer. Betsabé. Oui, en tout cas tenter de rassurer puisque la pétition a recueilli déjà plus de 500 000 signatures. Une vidéo pour le moins anxiogène, vous allez le voir bientôt. Mais d'abord, je vous propose un petit backup. Alors en substance, le professeur Joyeux, très connu quand même dans le milieu médical et même au-delà, dénonce la pénurie actuelle des vaccins obligatoires. Que sont-ils? C'est la diphtérie, la tétanos, la poliomyélite. Pénurie qui contraint les parents à faire vacciner leurs enfants. Avec quoi? Eh bien, le vaccin qui reste et qui protège contre 6 maladies au lieu de 3. Donc, un vaccin 6 en 1, on l'aura compris, qui est devenu par la force des choses obligatoire et qui non seulement serait plus agressif pour le système immunitaire, puisque 6 vaccins sont injectés en même temps, mais qui en plus contiendrait toutes sortes d'additifs neurotoxiques et peut-être cancérigènes. On écoute tout de suite le professeur Joyeux sur ce super vaccin. Les parents qui veulent vacciner leur enfant sont donc obligés de recourir à un super vaccin comme l'Infanrix Hexa, qui contient 3 vaccins non obligatoires en plus du DT polio, de l'aluminium neurotoxique, du formaldéhyde cancérogène probable et reconnu, et des antibiotiques tels que polymyxine B, néomycine, qui ne sont absolument pas nécessaires à la santé du nourrisson et peuvent même lui nuire. Brrr, vous avez de l'aluminium, du formaldéhyde, réaction immunitaire incontrôlée, voire choc anaphylactique, rien que de le dire, ça me brouille. Alors avant de tomber dans les pommes, mesdames et messieurs, il faut savoir que le professeur Joyeux, déjà c'est quelqu'un de très controversé, pas seulement dans le milieu médical, des théories impressionnantes mais controversées. D'ailleurs, la ministre de la Santé ne s'est pas privée de le rappeler. Le professeur Joyeux s'est déclaré contre la pilule, a-t-elle dit, contre l'avortement,
a pris des positions rétrogrades sur toute une série de sujets. Cela dit, il faut bien l'avouer, ce médecin controversé pointe quand même du doigt une attitude, un silence plutôt déroutant, Barbara, de la part des autorités sanitaires. Voilà, et puis sur le fond, la pétition a quand même de quoi effrayer les parents. Exactement. Alors quelques arguments quand même pour se détendre. La prétendue dangerosité des sels d'aluminium, eh bien, elle n'a jamais été sérieusement prouvée. Le formaldéhyde, cancérogène peut-être, certes, mais pas aux doses qui sont celles du vaccin. Le vaccin contre l'hépatite B qui est contenu dans ce fameux super cocktail, eh bien, il a été démontré que ce vaccin était quand même beaucoup mieux toléré s'il était administré tôt qu'aux adolescents. Quant au risque de sclérose en plaques, eh bien, aucune étude ne les a démontrés une fois de plus. Le vaccin serait-il administré beaucoup trop tôt puisqu'on parle de nourrissons? C'est ça qui fait peur aux parents. Je vais vous citer une étude publiée en 2002 dans la revue Pediatrics. Si l'on administrait 11 vaccins à la fois à un nourrisson, on ne mobiliserait que 0,1% de son système immunitaire. Enfin, sachez que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que la vaccination sauve chaque année plus de 3 millions de vies dans le monde. Voilà, et c'est sans doute cela qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Betsabé. Allez, on va terminer par ces images de l'avion propulsé à l'énergie solaire, le Solar Impulse 2. Après s'être lancé hier matin à l'assaut du Pacifique, eh bien, contretemps imprévu, l'avion a été forcé d'interrompre sa progression à cause des conditions climatiques et effectue en ce moment un circuit d'attente au-dessus de la mer du Japon. Solar Impulse 2 a décollé dimanche de Nankin en Chine pour la plus périlleuse des étapes de son tour du monde, durant laquelle le pilote suisse devra tenir seul, vous le savez, 6 jours et 6 nuits, mais le parcours pourrait donc se prolonger. Allez, on finit par les États-Unis avec ces chiffres édifiants depuis le début de l'année. La police tue en moyenne 2 personnes par jour. Joseph Emmanuel. 2 personnes par jour tuées par la police aux États-Unis. C'est ce qu'affirme le Washington Post. Le quotidien a enquêté sur ces homicides à travers tout le pays et arrive au chiffre de 385 personnes tuées par la police depuis janvier. Un chiffre bien plus élevé que celui fourni par les autorités policières, une différence qui s'explique. Les quelques 17 000 agences de police ne sont pas tenues de publier des statistiques sur ce type de mort, une anomalie pour certains. Ces homicides sont bien insuffisamment signalés. Nous ne réduirons pas le nombre d'homicides par la police si nous ne commençons pas par collecter correctement les informations. Le Washington Post publie ce décompte alors que le pays est secoué par un vif débat sur le niveau des violences policières. Des violences dont seraient surtout victimes les communautés noires et latinos. De violentes émeutes urbaines ont éclaté après la mort en août 2014 de Michael Brown. Le jeune homme est décédé sous les balles de la police de Ferguson. Un événement régulièrement renouvelé. Baltimore a aussi été secoué le mois dernier par des émeutes après la mort de Freddie Gray, décédé des suites de violences policières. Le grand quotidien américain confirme également ce que beaucoup pensaient. Les Noirs seraient 3 fois plus nombreux à être victimes d'homicides commis par la police. Des morts souvent le fruit d'altercations mineures qui dégénèrent. Les affirmations du Washington Post viennent une nouvelle fois poser la question des violences policières, des violences que l'on retrouve un peu partout. La France a récemment été secouée par le cas de Rémi Fraisse, un jeune manifestant écologiste tué par une grenade offensive lancée par un gendarme. L'ONG Amnesty International rapporte une moyenne de 10 à 15 morts liés à la police chaque année en France, des chiffres encore très éloignés des 2 morts par jour aux États-Unis d'Amérique. À suivre dans le morning, comme promis, on prendra des nouvelles du secrétaire d'État américain John Kerry qui s'est cassé hier le fémur. Voilà, on se retrouve après un nouveau journal, point complet sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Sarah Gaudron. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, on en vient à cette information. Moscou a émis une liste noire. 89 personnalités politiques européennes ne pouvant plus entrer sur le territoire russe. C'est une riposte, explique le Kremlin, aux sanctions de l'Union européenne. Bruxelles, évidemment, voit rouge et demande aux Russes de supprimer cette blacklist. Explication Léa Volbert. 89 personnalités européennes déclarées persona non grata sur le territoire russe. Plusieurs anciens chefs de gouvernement, de hauts responsables de la défense, des parlementaires, des détracteurs de la politique de la Russie. Vendredi, le Kremlin a émis une liste noire en riposte aux sanctions économiques infligées à la Russie par l'Union européenne.
Une réponse également à la liste noire de l'UE qui s'est étoffée au fil du conflit russo-ukrainien et qui compte aujourd'hui près de 150 noms et une quarantaine d'entités. Je constate que vous, les médias, avez beaucoup d'informations sur cette liste noire. En ce qui me concerne, je peux seulement vous dire, à part le fait que je ne trouve pas particulièrement sage de publier une telle liste, qu'au moins les personnes concernées auraient dû être informées des réserves à leur encontre. Cette liste aurait dû être rendue publique. Selon une source proche du dossier, 9 Britanniques figurent sur cette liste, parmi lesquels l'ancien ministre des Affaires étrangères Malcolm Rifkin ou encore l'ancien vice-premier ministre Nick Clegg. Mais aussi des hommes et des femmes politiques polonais, suédois, allemands, bulgares ou tchèques. Je m'y attendais depuis un certain temps car j'ai été informé que plusieurs ambassades de différents pays mettaient en commun des listes de personnalités que la Russie n'aimerait pas voir sur son territoire. Également sur cette liste, 4 Français. L'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit, le philosophe Bernard-Henri Lévy, Henri Malos, président du Comité économique et social européen, et le socialiste Bruno Le Roux. Jean-Christophe Cambadélis s'est empressé d'apporter son soutien au chef de file des députés PS. Dans un communiqué, il demande à Poutine et à Lavrov de revenir sur cette décision qui, selon lui, ternit l'image de la Russie en Europe. Le groupe des écologistes au Parlement européen a quant à lui demandé la tenue d'un débat sur les suites à donner à cette liste. Et bonjour à Alberto Toscano, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président du club de la presse européenne. Ce bras de fer entre Bruxelles et Moscou va-t-il mal finir? Bonjour. Mais la chose inquiétante est cette spirale de représailles réciproques entre Union européenne et Russie. Cette liste est un acte totalement inacceptable. Comment est-ce qu'on pourrait, en 21e siècle, décider que des personnalités politiques qui n'ont aucune responsabilité au-delà de leurs opinions personnelles et politiques puissent être interdites de voyage en Russie? C'est totalement absurde. En même temps, l'Union européenne doit décider une fois pour toutes l'attitude qu'elle a aujourd'hui et qu'elle aura demain vis-à-vis de Poutine. L'Union européenne est incertaine. Alors, si elle veut s'engager jusqu'au bout dans une épreuve de force avec la Russie, elle doit savoir qu'il y a un prix à payer. Oui. Et ce prix à payer pour l'Ukraine sera un prix à payer élevé. Et le message de Poutine à l'Union européenne est exactement ça. Vous ne pouvez pas vous engager dans une escalation de mesures contre la Russie sans vous attendre à une réponse qui sera encore plus dure que la mesure. Précisément sur cette position de Vladimir Poutine, BHL, qui figure sur cette liste, dénonce une fuite en avant d'un régime perdu par son propre autoritarisme. Alors, est-ce qu'il va trop loin ou Poutine s'enfonce chaque jour un peu plus dans une forme de dictature finalement? Dictature, c'est un mot, je pense, exagéré. Il y a sans doute un problème démocratique sérieux en Russie. Je pense quand même que Bernard-Henri Lévy, qui a tous les droits de voyager, évidemment, et qui est victime de cette mesure, a dans le passé pris d'autres décisions qui ont eu un prix pour les démocrates. Parce que ce qu'il a fait pour entraîner la France et l'Europe dans la guerre en Libye a laissé des séquelles difficiles à gérer, parce qu'aujourd'hui, en Libye, on voit que les extrémistes islamistes sont au pouvoir dans une grande partie de l'État. Donc, il y a un problème de responsabilité aussi chez nous, mais ça ne justifie en rien cette représaille inconcevable de la part de Poutine contre des personnalités occidentales. Merci beaucoup, Alberto Toscano, d'avoir été avec nous ce matin. Et il est temps de prendre des nouvelles du secrétaire d'État américain John Kerry, 71 ans, s'est cassé le fémur hier lors d'un accident de vélo en Haute-Savoie. Il a dû écourter son voyage et annuler sa participation à la réunion de la coalition contre Daesh prévue demain à Paris. Léa Berdugo.
Une chute qui ne tombe pas à pic pour le secrétaire d'État américain. John Kerry doit retourner se faire soigner aux États-Unis, plus précisément à l'hôpital général du Massachusetts. Son état est stable, précise toutefois son porte-parole, John Kirby. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Genève pour être examiné. Selon un responsable du département d'État, John Kerry est alerte et conscient. Si cet accident n'a pas de graves conséquences sur sa santé, il en a sur le plan diplomatique. L'agenda du secrétaire d'État va en effet s'alléger de plusieurs rendez-vous européens. John Kerry était attendu dimanche soir à Madrid pour des entretiens avec le roi d'Espagne, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Mais surtout, il devait participer à la réunion ministérielle de la coalition contre le groupe État islamique. Réunion à laquelle seront attendus ses homologues français et britanniques, Laurent Fabius et Philippe Hammond, et le Premier ministre irakien. Il devrait cependant y participer à distance, selon son porte-parole. Quelques heures avant son accident, John Kerry et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif avaient échoué à parvenir à aplanir les divergences qui demeurent sur le nucléaire iranien à un mois de la date butoir pour sceller un accord historique. Les négociations devraient reprendre la semaine prochaine à Vienne au niveau des adjoints et des experts. Sa présence ne serait donc pas requise. Mais cet accident n'est pas passé inaperçu dans les médias. Et non, Barbara, statut oblige, on a droit à toutes sortes de détails dont le secrétaire d'État américain se serait sans doute bien passé. Le négociateur devient un cycliste amateur en une de tous les médias, qu'ils soient locaux ou internationaux, en maillot et short moulant à l'appui. On apprend d'ailleurs que Kerry est un fervent coureur cycliste et qu'il emporte régulièrement son propre vélo lors des voyages officiels à l'étranger, ce qui ne l'a pas empêché de rater un virage tout seul. Et oui, apparemment, aucun véhicule n'était impliqué dans l'accident et son vélo qui plus est venait d'être réparé à Lausanne. Mais là où on se fait le plus plaisir, c'est sur les réseaux sociaux. Première réaction des internautes quasi épidermiques, eh bien on se fout de lui. Salut John, ça roule par exemple. Ou encore, on a donc le temps de faire du vélo quand on est secrétaire d'État, affublé de ce hashtag. Tout est une question d'organisation. D'ailleurs, quelqu'un peut-il expliquer à ce tweetos comment le fémur de John Kerry s'est retrouvé en une de l'actualité? C'est sa requête, somme toute légitime. Deuxième réaction, eh bien, que va faire Kerry dans un hôpital suisse alors qu'il est tombé, qu'il s'est cassé la figure en France? Kerry se pète la gueule à vélo en France, mais se fait ensuite hospitaliser en Suisse. Pas confiance dans le système de santé français, demande cet internaute. Et puis il y a les analyses. Barbara, BHL entarté, oui, un autre attentat pâtissier ce week-end. Kerry qui tombe de son vélo, sale week-end pour les mondialistes. Ou encore, et si ce n'était pas un accident? Cette image a été prise quelques instants avant l'accident de John Kerry. Elle suggère l'agissement de forces obscures. Un internaute s'est en effet amusé à imaginer ou révéler, qui sait, une théorie de la préméditation à l'encontre de John Kerry. Alors on ne voit plus qui était dans la poubelle, mais j'ai regardé de près, il s'agirait de Poutine. Merci beaucoup Betsabé, on lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Allez, on parle d'un autre chef de la diplomatie, allemand cette fois. Il est en ce moment au Proche-Orient. Frank Steinmeier s'est entretenu avec les leaders israéliens et palestiniens ce lundi. Il est attendu à Gaza, aux grandes dames des Israéliens. Rassurer l'Europe, c'est ce qu'a tenté de faire le Premier ministre israélien lors de sa rencontre à Jérusalem avec Frank-Walter Steinmeier, chef de la diplomatie allemande. Celui qui déclarait la veille de son élection que lui, Premier ministre, un État palestinien ne verrait jamais le jour. A mis depuis de l'eau dans son vin, il est revenu aux positions qu'il avait adoptées depuis 2009. Je reste attaché à l'idée que le seul moyen de parvenir à une paix durable passe par le concept de 2 États pour 2 peuples et d'un État palestinien démilitarisé qui reconnaît l'État-nation juif d'Israël. Mais pour le Premier ministre israélien, les conditions de la création d'un État palestinien ne sont pas réunies. Et une partie importante de ces conditions tiennent en la volonté des Palestiniens d'arrêter leur tentative d'isoler et de délégitimer Israël sur la scène internationale, mais aussi de revenir à la table et de négocier une vraie paix. Alors, ce sera possible. Il exige également des Palestiniens la démilitarisation de Gaza et la reconnaissance d'Israël en tant qu'État juif. Le ministre allemand a quant à lui réaffirmé la position européenne sur le conflit israélo-palestinien.
Nous restons convaincus qu'une véritable sécurité pour Israël ne sera pas possible à long terme sans un État palestinien viable et pacifique. Le chef de la diplomatie allemande a également insisté sur la situation très précaire de Gaza, qu'il a estimée par conséquent dangereuse. Il souhaite échanger la sécurité pour Israël contre le développement économique à Gaza. Voilà, le chef de la diplomatie allemande se rendra effectivement ce lundi à Gaza. Dror, à Jérusalem, on n'est pas franchement satisfait. Oui, mais on n'est pas vraiment opposé à cette visite, en tout cas pas ouvertement, parce que Steinmeier s'est engagé à ne pas rencontrer de représentants du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, et ça a été le cas d'ailleurs des chefs de diplomatie européens qui l'ont précédé dans la bande de Gaza, parce que c'est plus vraiment un événement. Auparavant, c'était très rare ce genre de visite, mais depuis l'opération Bordure Protectrice, eh bien, les chefs des diplomaties norvégiennes, irlandaises et espagnoles se sont rendus dans l'enclave palestinienne, et ça a été le cas également de Federica Mogherini, la haute responsable pour la politique étrangère de l'Union européenne. Donc la bande de Gaza reste très présente dans les esprits des chancelleries européennes qui sont inquiètes du blocage de la situation concernant la reconstruction de la bande de Gaza et qui considèrent que ce blocage pourrait entraîner un nouveau round de conflit avec Israël. Alors Steinmeier n'est pas le seul à se rendre dans la région. On peut parler d'une véritable offensive diplomatique. 6 ministres des Affaires étrangères ont fait ou feront le déplacement dans les jours qui viennent. L'Europe souhaite prendre la première place au Proche-Orient? Oui, et c'est lié bien évidemment au désengagement américain, de la région, des affaires israélo-palestiniennes, mais pas seulement. On a vraiment l'impression que tout ce qui est lié de près ou de loin au Proche-Orient désintéresse les Américains qui sont, je dirais, à la fois déçus du fait que les efforts assez importants, on se souvient du malheureux John Kerry bien avant son accident de vélo, il s'était là pas cassé le fémur mais cassé les dents avec les Israéliens et les Palestiniens, et ça n'avait rien donné. 9 mois de négociations absolument stériles. Donc les Américains sont déçus, inquiets également de certaines déclarations de campagne de Benjamin Netanyahou, en qui ils ne font plus vraiment confiance. Donc les Américains se retirent, et dans cette brèche, les Européens entendent jouer désormais un rôle de premier plan. Alors celui qui clôturera ce ballet diplomatique, c'est Laurent Fabius. Il s'agit du point d'orgue de cette offensive européenne. Laurent Fabius, d'ici la fin du mois, se rendra en Israël, dans les territoires palestiniens et aussi en Égypte. Et ça, c'est important parce que les Français entendent, comme Fabius l'a dit lui-même, donner un cadre régional à leurs efforts de relance du processus de paix israélo-palestinien. Et ce qui est intéressant, Barbara, c'est que ce cadre régional, il avait été évoqué par un certain Benjamin Netanyahou. Après l'opération Bordure Protectrice, il avait évoqué l'implication de pays arabes modérés dans les efforts de paix au Proche-Orient. Merci beaucoup, Dror. Et une autre initiative pour la paix, quelque peu moins diplomatique, on va dire. Il s'agit d'un câlin pour la paix. Une organisation israélienne tente de promouvoir le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens en organisant des rencontres où l'on échange des accolades plutôt que des invectives. Vous allez le voir, ça ne marche pas toujours. Reportage à Jérusalem, Uri Shapira et Maël Benoliel. Jérusalem, toujours au cœur des tensions. Chaque semaine, de nouvelles violences éclatent entre juifs et arabes. Mais dans une ville 3 fois sainte, plus que jamais au bord de la rupture, un mouvement offre une lueur d'espoir. Nous n'attachons pas d'importance aux différences, mais à ce qui nous unit. C'est notre souhait pour la paix et pour Jérusalem. Des dizaines d'Israéliens et de Palestiniens qui se tombent dans les bras dans le but de promouvoir la paix au Moyen-Orient. Je suis venu de Cisjordanie et je viens tous les ans car je crois en la paix, en la coexistence, et je crois surtout que les deux peuples peuvent vivre ensemble côte à côte. Notre espoir est qu'un jour juifs et arabes vivent ensemble en paix. Nous croyons au même Dieu. Il y a beaucoup d'obstacles, mais quelque chose de bien va en sortir. Mais tout le monde ne partage pas la philosophie des organisateurs, et notamment ce groupe de jeunes de l'est de la capitale israélienne. Opposés au dialogue, ils s'en sont pris physiquement aux Palestiniens qui participaient à cet événement. Nous ne renoncerons pas, même si certains veulent le contraire. Notre travail continuera. Alors que le dialogue est rompu entre Israéliens et Palestiniens, faites l'amour, pas la guerre, semble dire cette association. Aux dirigeants politiques, pas sûr que cet appel soit entendu.
Voilà, on va se quitter pour un nouveau journal. À suivre en Syrie, ce nouveau coup dur pour le régime. La Russie aurait rapatrié une partie de son personnel sur place, craignant la chute prochaine de Bachar al-Assad. Pour l'heure, vous retrouvez Sarah Gaudron pour un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. En Syrie, ce nouveau coup dur pour le régime qui a perdu ce week-end une nouvelle province. L'État islamique poursuit son expansion fulgurante, également avec ce geste symbole, l'explosion de la prison de Palmyre. Le tout sur fond de cette décision. La Russie aurait rapatrié une partie de son personnel sur place, craignant la chute d'Assad. Julia Ganancia. Le Kremlin prend ses distances avec le régime syrien. Une centaine d'officiels russes et leurs familles, ainsi que des experts militaires, ont quitté le pays et n'ont pas été remplacés. À l'ambassade russe de Damas, le nombre d'employés a sensiblement diminué. Pour l'instant, la Russie se refuse de commenter ces départs. Pire, selon l'opposition, les Russes n'assumeraient même plus la maintenance sur les avions Sukhoi vendus à la Syrie. Si la Russie change de cap, c'est en partie sous la pression des pays arabes sunnites, notamment à cause de l'Arabie saoudite, poids lourd de la région du Golfe. Notre échange avec la Russie coïncide avec celui que l'Égypte entretient également avec la Russie. L'objectif est de convaincre la Russie d'abandonner Bachar el-Assad ou d'user de son influence pour le pousser à quitter le pouvoir le plus vite possible. Si Moscou est réellement en train de changer de position sur le dossier syrien, Bachar al-Assad pourrait être très fragilisé. Car le Hezbollah et l'Iran, ses autres alliés, commenceraient aussi à prendre leur distance. Le président syrien a encore perdu le contrôle d'une nouvelle province et le régime commence à se désintégrer. Mais sur le terrain, les forces de Bachar al-Assad continuent de combattre les rebelles. Samedi, les hélicoptères du régime ont largué des barils d'explosifs dans la province d'Alep. Plus de 70 civils sont morts, l'un des bilans les plus lourds dans cette région du nord du pays, selon une ONG. Le baril est tombé il y a 10 minutes, il y a des enfants, il n'y a que des civils ici. Il n'y a pas l'armée syrienne libre ou de groupes armés, ce ne sont que des enfants. Il y a des dizaines de morts et de blessés. Dans le centre du pays, le groupe ultra-radical État islamique a détruit la prison de Palmyre, un symbole de la répression du régime syrien. En 4 ans, le conflit a fait plus de 220 000 morts, dont la plupart sont des civils, et plus de 2 millions de Syriens se sont réfugiés à l'étranger. Aujourd'hui, le mouvement État islamique contrôle plus de 50% du territoire syrien et plus de 80% des réserves de pétrole et de gaz du pays. Mathias, peut-on parler d'un tournant dans cette guerre en Syrie ? Un tournant militaire, oui, mais pas d'une victoire déterminante. Pourquoi ? Parce que effectivement, la prise de Palmyre est une victoire écrasante de la part de l'État islamique, mais elle n'a quasiment pas combattu contre les forces régulières d'Assad. Et il ne s'agissait que de petites milices, notamment des Druzes, des Peshmerga, et également des rebelles de la première heure depuis 2011. Les grandes villes, à savoir Homs, Damas et l'attaqué, restent toujours entre les mains de Bachar al-Assad, mais force est de constater que l'État islamique aujourd'hui contrôle près de 75% du territoire syrien, ce qui est énorme, et surtout l'autoroute de Palmyre, ça veut dire une autoroute directe entre Damas et surtout l'Irak, parce que l'État islamique vient de faire tomber également, on n'en a quasiment pas parlé, l'un des seuls points de contrôle qui restait aux mains de l'armée régulière syrienne en Irak, sur cette frontière-là. Donc l'État islamique contrôle quasiment toute la frontière entre la Syrie et l'Irak. Alors l'État islamique, vous venez de le dire, a gagné du terrain. On gagne chaque jour un petit peu plus en Syrie. Est-ce que la situation est similaire en Irak ? Oui et non. Oui, il y a des victoires de la part de l'État islamique, et non, parce que le Hezbollah également combat sur place et l'armée irakienne cède également du Hezbollah. Je vais vous proposer d'ailleurs de regarder ces images des tanks du Hezbollah estampillés du drapeau du Hezbollah. Si on peut les voir, les couleurs jaunes et noires. Ce qui est assez impressionnant, c'est de retrouver, d'ailleurs, vous avez le logo sur ces images-là, du Hezbollah. Le Hezbollah est en train de se battre en Irak. Oui, il y a des victoires de l'État islamique, et non, l'Iran, la Syrie, les combattants du Hezbollah n'ont pas abdiqué en Irak. Quand Daesh, avec ses victoires successives,
s'en prend à une ville, il se passe quoi après? Concrètement, exactement le même système qu'une entreprise mafieuse, tout simplement, établissement d'une loi et surtout de taxes foncières, de taxes sur le revenu et surtout des codes vestimentaires, des codes de bonne conduite. Immédiatement, il y a des exécutions sommaires, mais c'est surtout des taxes. L'État islamique vit de ces taxes, tout simplement. Alors, cette progression militaire de Daesh inquiète les États-Unis, mais pas seulement. Israël aussi s'en inquiète. Et vous nous parlez ce matin de John Brennan, c'est le chef de la CIA. Oui, il était interrogé par nos confrères de CBS pour répondre à cette loi de la NSA qui a été abdiquée hier. Tout simplement le fait que John Brennan, à la question du journaliste de savoir si effectivement face à l'État islamique et surtout face à la crise politique entre Washington et Jérusalem, il y avait de quoi s'inquiéter. Je vous propose d'écouter John Brennan. Pas d'inquiétude de sa part, on l'écoute. Absolument pas. Il existe une très forte relation entre les États-Unis et Israël sur le renseignement, la sécurité et les fronts militaires. C'est l'une des bonnes choses, je pense, à propos de notre système. Il peut y avoir des différends entre nos gouvernements, mais l'intelligence et les professionnels de la sécurité savent que nous avons l'obligation de garder nos pays sûrs et sécurisés. Oui, pas d'inquiétude à avoir entre Jérusalem et Washington concernant la lutte antiterroriste. Inquiétude en revanche, notamment au niveau de l'Irak. Le chef du Pentagone a déclaré il y a quelques semaines de cela qu'il y avait une grande inquiétude parce que l'armée irakienne est incapable aujourd'hui, malgré l'entraînement, malgré les ressources qu'elle lui donne, de combattre l'État islamique. Voilà, manque de volonté, a dit le Pentagone. Merci beaucoup, Mathias. Allez, on se plonge à présent dans les journaux du Moyen-Orient. Cyril, on en parlait en début d'émission, après la tentative avortée de suspendre la fédération israélienne de la FIFA, le boycott à venir fait la une des journaux israéliens ce matin. Oui, ce malgré la traditionnelle marche de soutien à Israël qui a réuni hier, Barbara, à New York, quelques 30 000 Américains. Eh bien, tout le monde n'est pas, vous le savez, un inconditionnel de l'État hébreu, si bien que Netanyahou, hier, lors du Conseil des ministres, a mis en garde contre une vaste campagne internationale qui viserait, selon lui, à ternir l'image d'Israël. Une campagne qui n'aurait rien à voir avec la politique de son gouvernement, mais qui touche, selon le Premier ministre israélien, à l'existence même de l'État d'Israël. Un état de fait qu'il n'a pas manqué de rappeler à son hôte du jour, le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, qu'il a rencontré hier. Un État palestinien, oui, a dit Netanyahou, mais pas à n'importe quelle condition. Il faut que les Palestiniens s'arrêtent de tenter d'isoler et de délégitimer Israël sur la scène internationale. Vous l'avez compris, Netanyahou qui faisait évidemment allusion à cette demande palestinienne de suspendre la Fédération israélienne de football de la FIFA. Alors boycott par le sport, mais également boycott par la culture, Barbara, puisque cette fois-ci la sanction vient d'Algérie. Hier, c'est le cinéaste franco-algérien Lies Salem qui a annoncé qu'il retirait son film L'Oranais, dont la programmation était prévue par le festival d'Ashdod, un festival des cultures méditerranéennes ici en Israël, et une décision qui ferait suite à la réaction hostile des autorités algériennes, également évidemment aux fortes pressions de militants pro-palestiniens. Alors il s'est expliqué ce matin, Lies Salem, dans les colonnes du quotidien algérien El Watan. J'ai eu la naïveté de penser que l'art et la culture pouvaient encore faire bouger les lignes politiques au Proche-Orient, mais aujourd'hui, malgré toutes les nuances que je pourrais apporter, je me range du côté des miens, car c'est avant tout à leur camp que j'appartiens. Fin de citation. Voilà, et retour en Syrie, on a vu ces images il y a quelques instants. Les barils d'explosifs à Alep largués par l'aviation du régime font des ravages. 136 morts dans les raids du régime syrien. Voilà le titre choisi ce matin par nos confrères du Al-Quds Al-Arabi, un journal pan-arabe qui paraît à Londres, avec cette photo terrible d'un père à Alep qui pleure son enfant tué par les bombardements. Assad, lui, vous l'avez dit, pourrait perdre le soutien de Moscou. C'est en tout cas ce qu'affirmait hier un article du quotidien pan-arabe, Bachar Kalawasat, repris ce matin par le Israel Hayom. Selon le journal, c'est une centaine d'officiels russes qui auraient été évacués de Damas. Ni confirmation ni démenti de la part de Moscou. Toujours est-il que la semaine dernière, un avion russe qui transportait 23 tonnes d'aide humanitaire est reparti de l'aéroport Latakié avec plusieurs dizaines de ressortissants russes. Assad lâché par les Russes, voilà qui pourrait être le tournant de cette guerre civile qui, rappelons-le, a fait depuis 2011 plus de 200 000 morts.
Merci Cyril, vous restez avec nous. On parle du Hezbollah dans un instant. Et on en vient justement à cette tentative d'attentat déjoué. Un jeune homme appartenant à la branche armée du Hezbollah a été arrêté à Chypre après la découverte chez lui de 2 tonnes de matériaux susceptibles de servir à la fabrication d'une bombe. Ce Libano-Canadien entretiendrait des liens personnels avec le dirigeant du mouvement Hassan Nasrallah. Explication Maxime Pérez. C'est dans ce pavillon, dans la ville de Larnaca, à l'est de Chypre, que résidait le membre du Hezbollah arrêté vendredi par la police. Le suspect de nationalité libano-canadienne dissimulait dans sa cave près de 400 boîtes de nitrate d'ammonium. Autrement dit, 2 tonnes de matériaux susceptibles de servir à la fabrication d'une bombe. Selon des sources proches de l'enquête, relayées par la presse chypriote, l'apprenti terroriste planifiait une, voire plusieurs attaques d'envergure contre des cibles juives et israéliennes. Âgé de 26 ans, il aurait même entretenu des liens directs avec Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Israël, dont on ignore si les services de renseignement ont alerté les autorités chypriotes de l'existence d'une cellule terroriste, a vivement réagi ce dimanche. Aujourd'hui, l'Iran promeut le terrorisme partout dans le monde, au-delà du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, mais aussi en Asie, en Afrique, en Europe et aux États-Unis. L'Iran développe une vaste infrastructure terroriste. Les informations au sujet d'un complot terroriste à Chypre sont un nouvel avertissement. Le Hezbollah n'existe pas sans l'Iran. En 2012, un autre ressortissant libanais lié au Hezbollah, cette fois d'origine suédoise, avait été arrêté dans la ville chypriote de Limassol. Il surveillait l'atterrissage d'avions de la compagnie Arkia, ainsi que plusieurs hôtels où se regroupaient des touristes israéliens. Depuis l'attentat suicide de Bourgas la même année, attaque attribuée au Hezbollah, les autorités israéliennes redoublent de vigilance dans les pays d'Europe de l'Est et du bassin méditerranéen. Cette lutte antiterroriste sans relâche a entraîné une coopération sécuritaire plus accrue avec plusieurs pays du vieux continent, dont Chypre et la Grèce. Voilà, Cyril, dans ce contexte de tension avec le Hezbollah, on l'a dit, vous nous rapportez des images assez stupéfiantes. Oui, flashback d'abord, nous sommes le 16 février 2011. Depuis son bunker, Hassan Nasrallah, le chef du mouvement chiite libanais, prononce un de ses discours enflammés, traditionnels, sur écran géant. Il est retransmis devant des milliers de disciples à Beyrouth et il menace pendant ce discours Israël d'envahir la Galilée, c'est la région nord d'Israël, si toutefois Israël et son mouvement venaient à en découdre une nouvelle fois après la dernière guerre de 2006. Je vous propose d'écouter le discours magnéto, Déborah. أقول لمجاهدي المقاومة الإسلامية كونوا مستعدين ليوم إذا فرضت فيه الحرب على لبنان قد تطلب منكم قيادة المقاومة السيطرة على الجليل. يعني بتعبير آخر تحرير الجليل. Tahrir el-Jalil. Voilà, si je vous propose d'écouter ce discours, Barbara, c'est parce qu'il a été une source d'inspiration pour des jeunes étudiants en cinéma au Liban, des étudiants proches du Hezbollah évidemment, qui ont bûché sur un tout nouveau film qui est intitulé The Day et qui met en scène l'invasion, la possible invasion de la Galilée israélienne par le Hezbollah. Et la bande-annonce de ce film, qui n'est pas encore sorti évidemment, a été publiée sur le site de 2 sites d'information de proches du Hezbollah. Il s'agit d'Al-Manar et de Al-Mayadin. Et ils ont diffusé la bande-annonce et ça donne ça. أبيض وأسود، حق وباطل، منيح وقبيح، دم وسيف، شهيد وجريح وضحايا، صراع مواجهة من آلاف السنين بين الظالم والمظلوم. بكل مواجهة صاحب الحق هو اللي بينتصر، لأنه اللي بيقاتل هي الروح.
Alors dans ce film, une date est évoquée, 2019. Pourquoi ? Eh bien écoutez, on n'en sait rien. On n'en sait rien. En tout cas, c'est très certainement la date butoir qui s'est imposée à le Hezbollah pour envahir la Galilée. Ce que nous dit un des sites d'information du Hezbollah, c'est que l'aide réalisateur a estimé que d'ici là, peut-être que le film sera projeté dans une salle israélienne à Haïfa ou ailleurs, devant des miliciens du Hezbollah installés confortablement sur leur strapontin rouge, peut-être popcorn à la main. Voilà pour cette menace, merci. Et c'est dans ce contexte qu'Israël organise justement cette semaine un important exercice de défense passive. Un scénario qui se base sur une attaque d'envergure contre le territoire israélien et les moyens d'y faire face. Écoutez le commandant de cette opération. Il s'agit d'un exercice annuel planifié à l'avance qui rentre dans le cadre de nos préparatifs et qui montre une fois de plus que la population est prête. Le message, c'est que nous nous tenons prêts même quand la situation est calme. Nous exerçons la population de sorte qu'elle puisse réagir convenablement en cas d'état d'urgence, car pour nous, cela constitue une vraie force. La population israélienne est robuste. Elle l'a déjà montré pendant les 50 jours de l'opération Bordure protectrice. Elle est capable de faire face à des scénarios plus complexes. Nous sommes là pour apporter des clés à la population, peu importe qu'il y ait plus ou moins de tirs de missiles. Ce qui compte, c'est que les civils respectent les consignes de sécurité, qu'ils sachent rejoindre un abri et de combien de temps ils disposent pour le faire. Ces choses-là peuvent faire retomber le stress et la tension qu'il peut y avoir dans ce genre de situation. À suivre dans le Morning, visite guidée à travers les dédales d'un lieu on ne peut plus moyen-oriental, à quelques mètres d'ici, au cœur de Jaffa, son célèbre marché aux puces. Pour l'heure, un nouveau journal avec Sarah Gaudron. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Je vous propose à présent une visite guidée à travers les dédales d'un lieu on ne peut plus moyen-oriental, à quelques mètres d'ici, au cœur de Jaffa, un célèbre marché aux puces, un lieu qui tente de conserver son héritage au milieu d'un quartier en pleine mutation. Les images signées Benjamin Le Souef. C'est le plus vieux marché de la ville. Véritable paradis pour les chineurs, on trouve de tout aux puces de Jaffa. Antiquités, babioles, occasions en tout genre, restauration de meubles. Si le chouk Apishpishim de Jaffa est une institution depuis plus de 250 ans, il est aussi, depuis son rattachement à Tel Aviv, l'emblème d'une cohabitation entre juifs et arabes. Le quartier vit également depuis plusieurs années une mutation sociale auquel les commerçants des puces font parfois face avec difficulté. Ça change, ça devient plus un endroit pour s'amuser que pour acheter. Les affaires ne sont pas bonnes. Nous avons bien moins de travail aujourd'hui, mais que pouvons-nous y faire ? Certains quittent le marché. Face à la demande d'une population plus aisée, les antiquaires sont de plus en plus tentés de céder leurs locaux à prix d'or. Les restaurateurs, les boutiques de mode ou de décoration branchées les remplacent. Peu à peu, le chouk change de visage. En 2008, les prix étaient vraiment bas. Les gens pouvaient louer ou acheter des maisons dans le quartier des puces pour moins d'1 million de shekels. Aujourd'hui, vous n'avez aucune propriété à ce prix, pas même une petite boutique. La hausse des prix de l'immobilier entraîne un déplacement des habitants les plus pauvres. Un phénomène bien connu des urbanistes qui ne se réduit pas aux puces. Comme le nord de Paris, Brooklyn et bien d'autres villes à travers le monde, le sud de Tel Aviv n'est pas en reste et sans bourgeoise. Il y a eu une décision de la mairie selon laquelle il y aurait au maximum 25% de restaurants et d'espaces dédiés à l'alimentation pour chaque rue. Cela laissera donc pour les autres 75% de l'espace commercial avec, espérons-le, des prix abordables pour les gens des puces. La pire chose qui puisse arriver, ce serait que les classes les plus basses disparaissent de la ville. Il n'y a pas une ville au monde qui puisse exister sans toutes les catégories de population. Si la mairie a pris conscience du phénomène, les efforts doivent être maintenus pour faire perdurer la mixité sociale et laisser aux puces de Jaffa toute leur authenticité.
Rudy, vous nous parlez ce matin des pages 404 qui s'invitent dans la campagne américaine. Mais d'abord, c'est quoi une page 404 ? Alors la page 404, c'est la frustration ultime de chaque internaute. Alors c'est le message qui apparaît quand vous arrivez sur un site internet, quand vous vous perdez tout simplement. C'est la page qui s'affiche quand vous avez demandé une page qui n'existe plus. Voilà, ça ressemble à ça, une page 404. Alors ça a été pendant des années très austère, très froid, mais progressivement les entreprises se sont mises à créer des pages 404 originales, créatives, et c'est devenu une sorte de figure de style sur internet. Par exemple, regardez cette très jolie page 404, vous avez reconnu la marque, c'est Lego, ou encore une autre page 404 qui à l'heure du petit déjeuner va vous donner faim. Et il y a aussi la version cruelle de la page 404 sur le site VDM pour vous ramener sur le site. On vous menace, il est écrit sur cette photo: attention, à chaque fois que tu vois cette page d'erreur, nous tuons un petit panda roux. Voilà, vous êtes prévenus. Mais la plus célèbre des pages 404, c'est bien celle-ci. Hello, is it me you're looking for? Voilà, vous avez compris le principe de la 404. Alors désormais, direction les États-Unis et la campagne présidentielle qui a démarré il y a quelques semaines sur les chapeaux de roue. Alors comme nous le rappelle 20 minutes, les élections présidentielles américaines, c'est une sorte de laboratoire en termes de communication, de nouveautés dans la communication politique. Alors dernière trouvaille des communicants qui travaillent autour d'Hillary Clinton, c'est justement de customiser la page 404 de son site. Regardez ceci, voilà, page 404 complètement décalée. Alors on y voit Hillary, Bill et Chelsea en l'an de grâce 1984, coiffés d'une très saillante casquette Donald Duck, le tout accompagné d'un message: oups, ce lien n'est pas celui qui devrait être, mais puisque vous êtes là, que diriez-vous de vous inscrire comme bénévole pour la campagne d'Hillary? Voilà, un petit coup d'humour. Voilà, c'est drôle et efficace, certainement politiquement. Très efficace. Alors c'est une audace qui a été copiée, on imagine. Ah bah il n'en fallait pas moins pour que la folie 404 s'empare de toute la classe politique américaine. Alors voici la page 404 de Rick Santorum. Rick Santorum, c'est un candidat républicain qui vient justement de se déclarer à la course à l'investiture. Alors on y voit cette célèbre photo d'Hillary avec un air très froid en train de pianoter sur son smartphone avec, pour accompagner la photo, une petite phrase: désolé, cette page est introuvable, mais nous avons une fenêtre de recherche, vous savez, pour plus de commodité. C'est une référence, pour plus de commodité, c'est une référence à sa réponse quand on a découvert qu'en 2012, elle utilisait ses mails personnels plutôt qu'utiliser les mails sécurisés, alors que sa fonction l'obligeait à utiliser des mails sécurisés. C'est donc une attaque en règle, comme on en connaît bien en politique. Voilà, une attaque des républicains, mais des républicains qui ont aussi le sens de l'autodérision. Oui, il en faut beaucoup de l'autodérision pour mettre ce genre de photo, une photo de soi en sandalettes, c'est ce qu'a fait Mike Huckabee en pleine partie de pêche, où on dirait que vous avez attrapé la mauvaise page, nous dit-il. Quant à Marco Rubio, lui aussi candidat, il va sur sa page 404 se muer en coach de football américain pour distiller son programme dans une vidéo. Voilà, ces pages que les communicants voulaient éviter, car c'était à la base une page d'erreur, donc une page d'échec. C'est devenu le top de la hype en matière de communication politique. Voilà, et c'est très drôle. Merci beaucoup, Rudy. Retour en Israël avec un spectacle. C'est une comique française qui a décidé d'écrire un one-woman show sur le thème de l'Aliyah, l'immigration vers Israël. Sandy Fortis et David Gombin. On en a beaucoup parlé depuis les attentats de janvier. L'Aliyah, l'immigration des Juifs en Terre Sainte, est en plein boom. En 2014, 7231 Juifs de France se sont installés en Israël, un chiffre qui a doublé en moins de 10 ans. Raison politique, fait de société, le phénomène est en plein essor et il s'immisce même dans la culture. Aujourd'hui, on retrouve l'Aliyah sur les planches. Sans dire bonjour, ni s'il vous plaît, ni merci. Pour certains, c'est un projet d'avenir, pour d'autres, c'est un souvenir, pour beaucoup, c'est un rêve et pour quelques-uns, il peut se transformer en cauchemar. Alors, l'Aliyah sur scène, ça donne quoi ? 4h10 Comment ça 10 Mais oui, le coucou retarde de 10 minutes. Ah non, c'est pas possible. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare là, de Tel Aviv, là. La Tarama, ouais. Couple sous haute tension raconte un face-à-face entre deux couples français, l'un jeune sur le point de se marier, l'autre bien établi en pleine crise de la quarantaine.
Une situation déjà difficile à laquelle s'ajoute le chamboulement d'un emménagement en Israël. Cette version, elle est faite sur mesure pour les personnes d'Israël parce qu'on parle de l'arrivée, de effectivement, déjà le quotidien en général est lourd. Voilà, et en plus, quand on change de vie, d'autant plus. L'Alia, elle a un petit rôle dans cette pièce, oui, parce que l'Alia, elle rajoute déjà aux difficultés des couples, aux difficultés du quotidien, elle rajoute encore quelques difficultés supplémentaires, parce qu'il faut comme on dit dans la pièce, il faut s'adapter, il faut trouver du travail, il faut gérer tout un tas de problèmes administratifs qu'on n'avait pas, il faut gérer la langue, il faut gérer tout un tas de choses. Donc effectivement, ça peut rajouter, l'Alia souvent rajoute des petits problèmes dans les couples. Et puis il faut aussi s'adapter à une autre culture très différente de la culture française. Résultat, malentendus, ratages, incompréhension, un terreau idéal pour l'humour et la satire. Vous l'aurez compris, c'est pas forcément évident tous ces méandres culturels. Et parfois, t'aimerais juste pouvoir t'acheter un GPS de la société israélienne. Dans 200 mètres, veuillez klaxonner sans raison. Ces différences culturelles, c'est justement le thème choisi par Judith Mergui pour son premier One Woman Show. C'est une merveilleuse expérience, l'Alia, mais elle est pleine de réalités et des fois on a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et dans ce spectacle, cette jeune fille qui monte en Israël avec plein d'idées et d'attentes. Tel Aviv, ville de la drague, me voilà! Elle va tout simplement découvrir certaines réalités du quotidien liées à la culture, liées aux différences de mentalité. Attends, toi, l'Israélien s'en fout. Non mais je veux dire, il s'en fout de tout. Non, attends, tu m'as pas bien compris. Même de s'en foutre, il s'en fout. La confrontation à la société israélienne, tous les nouveaux immigrants, en l'occurrence français, l'ont vécu en arrivant. Voir sur scène ce qui leur est arrivé ou ce qui pourrait leur arriver les fait évidemment sourire. Un public conquis d'avance et une heure de monde. Alors Sandy, vous signez ce reportage. Comment ces deux femmes ont élu quasi en même temps l'idée de monter un spectacle en Israël là-dessus, sur ce thème? Eh bien, elles se sont simplement inspirées de leur vie. Par exemple, Agnès Chamak avait déjà écrit et joué cette pièce Couple sous haute tension, enfin une première version quand elle habitait en France. Elle s'est jouée plusieurs semaines dans un théâtre à Paris. Et après avoir fait son Alia avec sa famille, il y a un peu moins d'un an maintenant, elle a décidé de la transformer et d'ajouter le facteur Alia qui ajoute beaucoup de difficultés au couple, notamment quand c'est un couple qui vit déjà la crise de la quarantaine. Alors pour Judith Mergui, c'est à peu près la même chose. Elle a fait, elle, son Alia il y a longtemps en Israël, il y a plusieurs années. Elle est arrivée seule, tout comme le personnage de son spectacle. Alors, quand elle est arrivée, elle s'est retrouvée face à des réalités auxquelles elle ne s'attendait absolument pas. Et elle a décidé de transformer toutes ces situations dans un spectacle comique. Ouais. D'un côté comme de l'autre, on sent bien le vécu et c'est justement ça qui fait rire. Des spectacles en français qui se montent en Israël, ça arrive souvent ? Alors, on en parle beaucoup, l'Alia française est en forte hausse. Il faut dire que le théâtre francophone est assez pauvre en Israël. Il y a très peu de pièces qui sont mises en scène en français ici, et d'autant plus des pièces qui ont été créées justement depuis Israël. Alors le public français a l'occasion de voir de plus en plus de films en français, parce que beaucoup de films français se mettent à être distribués dans le pays, mais côté théâtre, ce n'est pas encore ça. Et puis la plupart des Français qui arrivent ou qui vivent déjà en Israël ne parlent pas forcément bien l'hébreu, ou du moins n'ont pas le niveau nécessaire pour comprendre des pièces de théâtre en hébreu. Donc le public français n'attend que ça. Merci beaucoup, Sandy. Et on va finir avec de la gastronomie. Il est congolais et a fait ses classes en Belgique. Il vient d'être sacré chef africain, la consécration. Le récit, Ibrahim Bengara Diallo. 2 à 3 fois par semaine, Christian commence sa journée en faisant son marché à Kinshasa. Les produits viennent juste d'arriver de la ferme. Pour le jeune chef, faire ses courses, c'est bien choisir les produits, mais pas seulement. À partir du moment où j'ai fait des courses, je peux discuter sur mes prix, je peux voir un peu sur les marchandises qui sont relativement bon marché. Comme ça, j'ai pas des coûts, j'ai pas d'énormes coûts en fait. Je peux gérer mes coûts par rapport aux produits que j'ai et par rapport aux besoins aussi. Cet ancien étudiant de l'Université libre de Belgique s'est retrouvé dans la cuisine par hasard. Il faisait des petits boulots dans des restaurants bruxellois pour payer ses études. C'est alors qu'il prend goût à l'art culinaire. Après ses études,
le jeune diplômé en administration a du mal à trouver du travail. À l'époque, c'était difficile de trouver du travail pour un étranger en Belgique, c'était presque impossible. Tous les amis avec qui j'ai fini, ils avaient trouvé des boulots. Je veux dire, des amis belges, blancs, ils avaient trouvé des boulots. Et moi, j'avais du mal à trouver des boulots. C'est ainsi que, comme j'avais un peu plus d'expérience dans la cuisine, je me suis réorienté dans la cuisine. Parce qu'il y avait une forte demande dans la cuisine. Après un passage par la célèbre école gastronomique Riz Escoffier à Paris, il ouvre son premier restaurant en Belgique en 2004 à l'aide d'un crédit. Son enseigne, Ressources, est fidèle à l'esprit du slow food, ce mouvement en réaction contre la restauration rapide et l'uniformisation du goût. En 2008, la crise financière et ce qu'il vit comme un racisme latent le poussent à rentrer au Congo. Après un passage par le Lubumbashi, Ressources rouvre à Kinshasa en 2012. 2 ans plus tard, Christian Youmbi est plébiscité star chef à l'issue d'un concours de télé-réalité africaine. Un véritable coup de pouce pour son business. On a un savoir-faire, mais les gens ne connaissent pas le savoir-faire. Et donc le fait que je sois le meilleur cuisinier d'Afrique, ça m'a aidé justement à ce que certaines personnes qui ne me connaissaient pas viennent goûter à ma cuisine. Et c'est là pour le côté, pas cuisinier, mais le côté chef d'entreprise, chef d'un PME, ça m'aide beaucoup, mais vraiment beaucoup. Dans son restaurant, rien n'est laissé au hasard. À Ressources, tout est fait pour séduire les clients. C'est le chef lui-même qui sert ses hôtes, une approche qui suscite l'admiration. Et là, effectivement, je constate que nous avons un grand chef, c'est d'ailleurs en plus le plus grand chef d'Afrique, mais ce qu'on a dans l'assiette est extrêmement bon, avec une gamme de saveurs très diversifiée. C'est pas une cuisine qui est lourde, c'est une cuisine qui est légère et qui vous fait en plus découvrir tous les plats, un peu tous les mets qui peuvent exister dans la cuisine congolaise d'aujourd'hui, mais qui est aussi la cuisine congolaise d'hier. Soucieux de la relève, Christian Youmbi a créé un restaurant d'apprentissage pour des jeunes étudiants en hôtellerie et restauration. Et chaque année, le meilleur étudiant est embauché dans son restaurant. Merci les amis d'avoir été avec nous ce matin et merci à vous de nous suivre. Merci de votre fidélité. Tout de suite, un nouveau point sur l'actu. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous retrouve avec grand plaisir dès demain. Portez-vous bien.